Alors, Marc est en Thalasso, Sébastien Thalasso, Adrien Thalasso, Patrick Thalasso. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste David et Benoît qui arrivent tout de suite pour le numéro 57 des Technos. Alerte niveau 3. Et donc, pour parler technologie, on a donc, je le disais, David d'un côté, je vais chercher David, excusez-moi, David d'un côté, et puis Benoît de l'autre, le retour de Benoît, pour parler photo, qui touche au ressort du pied de son micro, ce qui fait que ça résonne très très bien, c'est parfait. On va le refaire si tu veux. Non, il n'y a pas de souci, c'est musical, en même temps, voilà. On va parler technologie, on n'a pas vraiment de courrier des lecteurs, des auditeurs plutôt, cette semaine, on a toujours beaucoup de messages de remerciements, etc. Via informaticien.be, il y a de temps en temps des échanges comme ça avec, par exemple, Sébastien qui parle aussi. On a eu quelques messages, je tenais à le signaler aussi, concernant le logiciel libre, puisque vous le savez, on a entamé une série de podcasts sur les logiciels libres, avec des sélections tout à fait arbitraires de la part de Sébastien. Vous nous faites également des propositions. On en parlera prochainement, dès que la série, puisqu'elle était enregistrée à l'avance un petit peu, sera écoulée. Donc ce sera pour le début de l'année prochaine, puisqu'on y est déjà presque. Ce sera pour janvier. On a aussi reçu une proposition de sujet, et on y reviendra un petit peu plus tard dans ce numéro 57, puisqu'on nous a proposé un sujet. On m'a envoyé un message en me disant, tiens, est-ce que vous pourriez parler de ça, ou est-ce qu'il y a un intérêt ? Voilà, je l'ai soumis à nos petits amis. C'est Benoît, je pense, qui nous en parlera tout à l'heure. On y reviendra. On entame tout de suite ce numéro 57 avec, comme toujours, notre abécédaire, et la lettre A. A comme Apple, comme d'hab. Et là, du coup, je refile la parole à David pour parler déjà du nouvel iPhone. Les rumeurs vont bon train. C'est ça, ça faisait longtemps que j'en avais plus parlé, donc je reste entre guillemets à l'affût des nouveautés. Nouveaux produits, non pas encore, mais c'est un analyste un petit peu connu dans le monde Apple qui va de son pronostic pour un nouvel iPhone 6C, donc qui serait l'entrée de gamme de la gamme actuelle, une gamme de produits qui tournerait entre 400 et 500 $, selon ses estimations, ce qui serait intéressant ou nouveau par rapport à ce produit-là, c'est qu'on reviendrait à une taille de 4 pouces. Donc la taille d'un 5 de la gamme 5C, de la gamme 5S. Et donc l'objectif ce serait d'intégrer grosso modo toutes les technologies de la génération 6, mettre dans un appareil compact, et voilà. Donc selon cet analyste, a priori c'est un appareil qui pourrait quand même prendre 10% des ventes de Apple au niveau des iPhones, et surtout lui permettre de s'ouvrir à des pays qui financièrement n'ont pas les moyens d'avoir les iPhones actuels, et d'attaquer une autre tranche de la population dans les pays dans lesquels l'iPhone est déjà distribué, des gens qui refusent de mettre plus de 500 € pour un téléphone, puisqu'aujourd'hui, acheter un iPhone de dernière génération à moins de 500 €, c'est impossible. C'est ça, et puis j'ajouterais aussi, il y a peut-être aussi une question de taille. Et là, je voyais les 2 pouces de Benoît se lever, parce que c'est vrai qu'un retour à un appareil avec un écran de taille raisonnable, allons-nous dire Benoît, ça fait plutôt plaisir. Moi, j'ai un 4S et j'hésite à en changer à cause de la taille. Et j'ai plusieurs collègues qui sont dans la même situation. C'est pas une question de prix, c'est pas une question de finition ou quoi que ce soit. C'est une question du fait que c'est une bonne taille, je trouve, 4 pouces. Et j'ai eu l'occasion de manipuler les plus grands chez Apple et dans d'autres marques d'ailleurs, et ça me plaît pas. C'est-à-dire que c'est chouette quand on l'utilise, mais c'est encombrant après. C'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation. Moi, j'ai un grand aussi, et c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation. Et très honnêtement, pour m'être adapté, il n'y a aucun souci, mais je reviendrai quand même à quelque chose avec une taille plus raisonnable dans un prochain achat. C'est pas le cas de David, apparemment. Non, juste pour préciser, donc le 4S c'était un 3 pouces 7, donc le 4 pouces c'est le 5, c'est celui qui avait gagné à l'époque sa ligne d'icônes supplémentaires, c'était une révolution. Moi, pour être passé à un 5.5, donc qui est vraiment dans les grandes tailles, ce qu'on appelle les phablettes, j'aurais du mal à redescendre. Vraiment, parce que l'utilisation à deux mains ne me pose aucun problème, et que j'utilise mon smartphone comme d'autres utilisent une tablette. J'ai vraiment laissé tomber, moi, ma tablette complètement. Oui, mais ça se défend complètement. Chacun fait un petit peu, trouve un peu son utilité. Si ça ne sert que de téléphone, c'est vrai que la taille, et je tiens à préciser qu'on parlait de smartphone, parce qu'on est en train de parler de taille et de comparer nos tailles, plus grand, plus petit.
C'est des smartphones. Bref, voilà, une info, donc on verra si ça se confirme, hein, c'est loin d'être le cas encore à ce stade. On passe d'un seul coup à la lettre F, pour 2 raisons. Première raison, F comme flashmètre, et là évidemment... Benoît est dans le coin, donc on parle photo, et vous vous doutez bien que c'est un accessoire qui va être utile aux photographes, Benoît. Le flashmètre, ou on peut aussi appeler ça un posemètre, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, non ? Alors, il y a le flashmètre, il y a le posemètre, et le petit gadget fait également colorimètre. D'accord. C'est un nouveau produit, c'est un Kickstarter, donc il n'est pas encore disponible. Ça s'appelle Lumu Power. C'est une société qui a fait un posemètre il y a 1 an, je pense, également, comme étant un Kickstarter, et qui maintenant sort un produit plus complet. Alors, le posemètre, c'est celui qui te permet... Donc, ça sert à quoi ? Ça sert à mesurer la lumière, oui, dans tous les cas. C'est pour évaluer la lumière d'une scène sans avoir à faire une photo. Oui. Et donc le posemètre, c'est pour faire en lumière ambiante, donc pour voir comment on doit exposer une photo sans utiliser de flash, sans utiliser d'autres accessoires. Le flashmètre, c'est la même chose mais avec un flash, donc il mesure l'éclair qui est très court et il mesure le pic de lumière. Et le colorimètre, il mesure la couleur de la lumière, parce que la lumière, elle n'est pas température, quoi. La température de lumière, effectivement. Et donc, si on est sur une lumière plus rouge, c'est bon de le savoir, comme ça on peut compenser pour éviter des couleurs qui sont désagréables. Oui, alors le posemètre, si je puis me permettre, on l'appelait aussi, les vieux photographes l'appelaient ça une cellule aussi, si je me rappelle bien, parce que dedans, c'est une cellule photoélectrique, en fait. C'est un microcapteur, quelque part. Voilà. C'est un microcapteur avec un pixel, quoi. Et donc, oui, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Donc, c'est une cellule photosensible qui donc transforme la lumière en une tension électrique. Voilà, qu'on mesure. Qui est mesurée. Et c'est là l'intérêt du truc, c'est l'application, en fait. C'est là. Alors, le concept de posemètre, cellule, flashmètre existe depuis le début de la photo, quasiment. Oui. L'idée originale ici, c'est d'en faire un accessoire pour iPhone. Donc, ça, c'est une petite prise Lightning. Donc, tu as le capteur, il y a une petite prise Lightning en dessous, tu la branches sur ton iPhone, tu charges les applications, soit l'application que le mouvant, soit ils ont un SDK, donc des tiers proposent également des applications. Et puis, tu peux utiliser les 3 fonctions que j'ai évoquées tout à l'heure, posemètre, flashmètre ou colorimètre. Donc, par exemple, l'intérêt, pour essayer de situer un petit peu, c'est vrai que c'est des choses qu'on utilise quand on veut aller un petit peu de façon pointue dans son image. Si on se dit, tiens, le fond, en final, par rapport à moi, quel est le rapport de couleur, si je veux baisser un peu le fond, qu'est-ce que je dois changer ? Il y a une solution qui est de faire une photo, puis aller dans Lightroom et regarder avec la pipette pour savoir quelle est la valeur des différents points. Mais ce qui est parfois plus pratique, plus rapide, c'est simplement d'avoir son téléphone avec le petit posemètre et puis de regarder, ok, ici je suis à telle lumière, là je suis à telle lumière, donc il faut que je remonte ça, il faut que je baisse ça. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée. C'est un accessoire plutôt pratique, il faut apprendre à s'en servir, soyons clairs. C'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Mais c'est l'intérêt d'avoir l'application, je pense que c'est plus facile à utiliser. Moi j'en ai un modèle, tu vois, tout en un ancien. Il faut apprendre. Je pense qu'avec une appli, c'est un petit peu plus accessible. Fondamentalement, ça reste un produit qu'on utilise quand on fait de la photo un peu léché, quoi. Un peu léché. Donc déjà ça, il faut apprendre aussi. Ça prenait tout son intérêt quand on déclenchait. On impressionnait une pellicule et donc on n'avait pas toujours on pouvait pas en faire 50 photos test avant d'avoir la bonne, comme c'est le cas un petit peu aujourd'hui où on mitraille. Il faut reconnaître, on procède aussi beaucoup par essai-erreur et on peut se le permettre parce que ça coûte pas un balle de plus. En gros, par contre, quand on a des films 24 poses, on va quand même pas prendre le risque de faire 24 photos identiques pour finalement en trouver qu'une seule bonne en chipotant un petit peu. Donc ici, voilà, c'est vraiment fait pour les gens qui font peut-être la photo aussi en atelier, enfin en studio, des choses comme ça. L'avantage, c'est que quand tu veux mesurer avec ton appareil photo, tu dois parfois le bouger. Et dans certains cas, tu te dis non, mon appareil est bien placé, je ne vais pas avoir à le bouger, je vais aller prendre des points de mesure à des endroits particuliers. Faut reconnaître que c'est quand même un gadget un petit peu avancé, mais je suis surpris. Il a démarré super fort. Ils en vendent, ils sont vraiment bien vendus. Ils sont complètement financés. Et la courbe est partie pour être un produit qui va bien se vendre. David a une petite expérience dans le domaine. Je sais que tu aimes bien la photo aussi, toi. Ouais, j'aime bien, mais c'était plus des questions en fait, parce que tu disais qu'ils avaient déjà fait un produit sur Kickstarter. Ils ont été jusqu'au bout du premier produit ou pas? Oui, tout à fait. Donc a priori, il y a déjà un côté sérieux. C'est ça, donc il y a déjà un côté une des 3 fonctions.
Oui. Et alors, j'avais une autre question, parce que moi, j'ai jamais utilisé ce type d'appareil. Bon, maintenant, je fais pas des photos non plus d'art et ceci, ça. Combien ça coûte normalement l'appareil? Parce que c'est le même truc que les photographes déplacent dans leur studio pour aller capturer la lumière. Ouais. Combien ça coûte par rapport t'as tous les prix, je pense. T'as du moins cher au plus cher. Le prix maximum, je le connais pas, mais je pense que t'en trouves déjà pour pas très cher, au-delà d'un doute, Benoît. J'ai pas regardé à l'avance les prix, mais je dirais on est sans doute autour d'une centaine, donc quasiment le même ordre de prix que le gadget ici, mais pour une ergonomie qui va pas être la même, puisque l'avantage évidemment de l'écran, c'est de pouvoir mettre des applis et donc d'avoir éventuellement, je sais qu'ils ont pour leur ancien modèle, comme ils ont un SDK, il y a des gens qui ont fait des applis qui sont un peu didactiques quelque part. Qui te font pas juste la mesure, mais qui t'accompagnent un petit peu. Et ça monte assez cher. Je pense que ça monte jusqu'à 700-800 quand même. Ouais, des trucs très précis, très pointus, très précis comme appareil de mesure. C'est aussi une question d'interface. Les modèles les plus sophistiqués ont justement un écran tactile, la capacité de mémoriser des choses. Ouais. Tous des aspects qu'on va retrouver facilement sur une application. C'est le genre d'accessoires dont se servent aussi les directeurs photos sur les plateaux de cinéma et de télévision, etc. C'est vrai que je rejoins David, c'est pas le premier accessoire qu'il faut acheter. C'est même pas dans le top 10, je pense. Non, le premier accessoire qu'il faut acheter, c'est l'appareil photo. Non, ou un pied, enfin je veux dire un truc ou un peu d'éclairage ou des choses comme ça, effectivement. On reste à la lettre F. Très bien, belle découverte, je trouve, ce flashmètre, effectivement. Lettre F toujours, mais alors dans un tout autre domaine, il faut bien, sans aucune transition. F comme Facebook, parce qu'il y a eu une annonce, et pas des moindres, de la part de Mark Zuckerberg cette semaine, qui est papa, et qui est gaga de sa petite fille, il faut bien le dire. David, quelle est l'annonce en question? Alors, l'annonce, pour être clair, on va pas tourner autour du pot. Non. Donc, Monsieur Zuckerberg a pris la décision de céder 99% de ses actions Facebook à une... Comment je dois dire, une entreprise, parce qu'au final c'est ça. C'est une fondation, enfin c'est annoncé comme étant une fondation. Alors c'est pas une fondation, c'est justement là le truc. Donc pour être plus clair, si on reprend le début de l'histoire, donc effectivement Monsieur Zuckerberg devient papa. Il annonce que sa fille est la seule chose qui compte sur toute la planète, qu'il faut sauver le monde, qu'il va devenir un philanthrope, que de toute façon l'argent doit être investi dans la recherche, dans la médecine, dans l'écologie, dans les richesses partagées, l'éducation. Et effectivement, quand on lit sa lettre, on a presque envie de verser une larme. Et puis après, il y a le deuxième effet qui se coule. Et ici, dans ce cas-ci, il est pas du tout cool, parce que c'est de nouveau bardé de bonnes intentions peut-être dans la lettre, mais au final, quand on creuse, il faut savoir que la fondation qu'il a créée n'est pas une fondation comme nous on l'entend au niveau européen, et même comme une fondation comme la fondation Bill Gates par exemple, pour en citer une bien précise, qui est une fondation qui va investir tout ou une grosse partie dans un système de dons et dans un système caritatif. Ici, c'est une société à responsabilité limitée. Donc en Belgique, ça s'appelle une SPRL. C'est une société privée à responsabilité limitée. Donc c'est une société économique. Qui peut faire du bénéfice, qui n'a pas de compte à rendre, qui n'est pas obligé d'investir dans l'humanitaire et des choses comme ça, qui peut acheter des sociétés, qui peut faire des investissements, qui peut à peu près tout faire. Et donc voilà, où au début, cette lettre a fait à peu près le tour de Facebook 12 fois, où tout le monde s'était dit c'est magnifique, enfin quelqu'un qui fait, surtout qu'on parle pas d'un petit peu d'argent, le gars il est quand même 46 milliards, il est quand même propriétaire. À la valeur actuelle départ. En action. C'est ça, en valeur d'action. Et donc, de un, quand on découvre que la société n'est pas vraiment une œuvre caritative, mais une société, ce qui n'enlève rien au départ, que les 99% de ces actions ne vont pas être cédées du jour au lendemain. On se doute bien que le monsieur ne va pas décider d'allouer 45 milliards du jour au lendemain, mais qui va donc le faire année après année, et donc 1% ou 2% par an, ça devient
tout de suite, ça ramène dans un autre domaine. Et au final, les spécialistes américains qui ont vraiment analysé, qui eux ont les statuts des sociétés, qui maîtrisent tout ça, au fait, parlent d'évasion fiscale. Ouais, enfin Et ça, là, oui. Excuse-moi. tout de suite. Là, parce que j'ai un peu été regarder les historiques depuis la création de la fondation Bill Gates. En fait, en gros, Bill Gates a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect philanthropique, mais aux États-Unis, et dès qu'on est dans des sommes pareilles, juste à côté de l'aspect philanthropique, il y a l'aspect aussi ingénierie fiscale qui rentre en ligne de compte. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. En fait, c'est tout simple, parce que si on ne donne pas l'argent, je schématise très fort, aux petits-enfants malades, eh ben, c'est l'État qui le prend. C'est un peu ça l'idée, quelque part. Et donc, je pense qu'il y a un bon fond dans l'idée, de ce que propose... je vais donner la parole à Benoît dans un instant, j'ai vu qu'il levait la main. Je pense qu'il y a un bon fond dans l'histoire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de conseillers fiscaux tout autour, qui gravitent autour de ça. Et que si on gratte un peu, oui, on peut toujours voir le mal partout. Quoi qu'il en soit, le garçon, il va rester in fine avec 600, combien de centaines de milliers centaines de dollars, centaines de millions de dollars. Il vit très bien comme ça. Les 46 milliards qui va être distribué, parce que c'est en plusieurs phases, hein, je pense que tu l'as expliqué, c'est à peu près 1 milliard par an, en tout cas au début, qui va être distribué dans 7 fondations, sociétés, appelons-la comme ça. Ça va être progressif. Je pense qu'il a de quoi vivre, et que après l'argent, comme tu le disais à propos de Bill Gates, on voit que cet argent retourne aussi, fonctionne, mais en même temps il fait du profit aussi, Bill Gates, avec cette fondation, puisque elle est cotée, je regardais sur Wikipédia avec des chiffres relativement récents, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont stockés à l'intérieur de ces sociétés. Quand on voit ce qu'ils distribuent, c'est quelques dizaines de millions par an. Donc là aussi, il y a... mais l'objectif ici, c'est pas... Enfin voilà, mon objectif n'est pas de dire que c'est scandaleux, loin de là. De toute façon, il donne. Non, mais voilà, c'est ça. Il y a un moment où il donne, et il donne 99% de sa richesse. Donc c'est intéressant. Le seul truc, c'est que la lettre... En fait, c'est l'opposition entre la lettre et la manière dont il l'a fait. À la différence de Bill Gates, qu'il avait lancé de manière beaucoup plus discrète, et puis qui a été activé d'autres milliardaires et d'autres multimillionnaires sur la planète en disant, écoutez, voilà, on a les moyens de le faire, on va le faire. J'ai pas senti que le patron de Facebook allait prendre son bâton de pèlerin pour essayer d'en motiver d'autres, quoi. On sent que c'est un peu plus le buzz et voilà, il devait marquer le coup sur Facebook pour la naissance de sa fille. Ouais, c'est ça. Moi, il y avait un mauvais mélange, quoi. Il y a un petit côté précipité, peut-être aussi, qui fait que, voilà. Et puis, il y a ce bad buzz, appelons-le comme ça, c'est le retour de bâton par rapport à cette info. Je n'ai pas oublié Benoît qui veut lever bien haut sa main et qui a certainement un avis sur la question aussi, hein. Et c'était pour faire 2 remarques. J'ai pas creusé le truc, j'ai vu l'actu passer, mais j'ai pas creusé comme David. Mais l'ingénierie fiscale, c'est pas limité aux États-Unis, contrairement à ce que tu sembles indiquer, Marc. On se souvient de la reine Fabiola il y a pas très longtemps, qui avait voulu faire une fondation. Et des fondations philanthropiques, le deuxième aspect, elles fonctionnent, qu'elles soient aux États-Unis ou chez nous d'ailleurs, sur le même principe, c'est-à-dire qu'elle gère un montant, et puis un patrimoine, et puis elle en donne une partie, et la partie qu'elle donne est forcément très petite, puisque c'est ce que le patrimoine peut dégager. Oui, tout à fait. Parce que l'idée, c'est de conserver le patrimoine. Oui. Donc, j'aimais pas tellement le fait que vous le montiez un peu comme étant c'est un truc américain, tout ça. Non, mais là, c'est l'aspect... on s'est mal entendu. Je disais, c'est américain dans le sens où des sommes pareilles, tu n'as pas un milliardaire en Europe qui fait ça. Hein. Il n'y en a pas un. Pour le moment, c'est plus maintenant, mais si tu regardes dans le passé, on en a eu, et la raison pour laquelle il n'y en a plus maintenant, c'est parce que l'économie américaine marche mieux. Sans doute, oui. Regarde le prix Nobel, c'est exactement le même principe. Hein. La fondation Nobel, c'est exactement le même principe. Ouais. Sans doute. Bon, voilà, derrière cette belle parole, on est un peu sorti du domaine technologique, hein, il faut le reconnaître sur ce coup-là, mais l'information et l'annonce étaient tellement épaisses, on va dire ça comme ça, que tout le monde en a un petit peu parlé, et donc nous aussi, on a cédé, on en a parlé aussi, voilà qui est fait. On continue, on passe à la lettre I. Pour le coup, I comme IBM, et on ne parle pas souvent d'IBM dans ce podcast, pourtant, vieille et belle entreprise technologique s'il en est. David, on reparle de Watson. Oui, est-ce que quelqu'un se souvient de ce que c'est Watson ? Watson, c'est un super calculateur, non ? Oui, voilà. Et quand est-ce qu'il a fait le buzz ? Il y a 4 ans. Parce qu'il a participé à la version américaine de Jeopardy. Ah oui, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc Watson refait parler de lui, mais pour beaucoup plus un système drôle. C'est que Watson, pour le moment, est occupé à écouter tout ce qui se passe sur le web.
pour nous aider à choisir nos cadeaux de Noël. Ah, c'est chouette. Et donc ouais, c'est hyper rigolo et ça vaut la peine. Donc il y a un site qui est disponible, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Ouais. Il y a un site qui est disponible sur lequel on peut voir toutes les tendances en temps réel, analysées par Watson. Et donc c'est pas juste un peu à la Google qui pourrait facilement... Oui, parce que Google le fait chaque année, je pense. Ça va beaucoup plus loin parce que Watson va aussi aller analyser les réseaux sociaux, analyser les cotes qui sont données à chacun des produits. Ouais. Sur les sites marchands et les choses sur les sites marchands et des trucs comme ça. Donc, il va faire une analyse beaucoup plus globale et donc, il va pouvoir aussi voir les réponses, enfin, les arguments positifs et négatifs des internautes. Et donc, pour le moment, j'étais très étonné parce qu'ils ont 3 catégories. Hein. Donc, Watson travaille sur les produits high-tech, sur les jouets et sur le bien-être, le wellness. D'accord. Et donc, moi, j'ai été voir pour les jouets et j'étais très étonné. Les 3 premières places, quand moi j'y étais, n'oubliez pas que c'est évolutif, donc si vous y allez, il suffit qu'il y ait un produit qui fait un petit peu plus le buzz pour qu'il soit en avant. C'était 3 boîtes Lego. Je trouvais ça génial, moi. Je trouvais ça génial. Et le 4e, c'était Minecraft. Donc c'était Lego Star Wars, Lego pour les filles, j'ai oublié ce que c'était, Lego Minecraft, et puis c'était Minecraft. Je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, si vous êtes à la recherche de cadeaux et que vous savez absolument pas quoi offrir, ça peut être une source d'inspiration puisque ça va reprendre un petit peu toutes les tendances du web. Et donc on voit par exemple aussi que la Surface, la tablette de Microsoft, quand moi j'y ai été, elle était 3e produit technologique. Ah, quand même, oui. Donc quand même, c'est pas mal. Devant l'iPad. Alors si tu veux, oui, c'est ça. Si tu veux qu'on mette le lien, il va falloir me le mettre dans notre document. Oui, ça sera prévu. C'est prévu. Donc Watson, on a trouvé une occupation pour lui, tant mieux. On passe à la lettre K comme Koguma ou Koguma, je ne sais pas comment le prononcer, Benoît. Je suis pas sûr non plus. Je suis pas très certain. Enfin, c'est Koguma. C'est une tirelire, mais c'est pas qu'une tirelire, c'est autre chose aussi. Voilà, c'est un joli projet. Dans les idées cadeaux en fait. Mais voilà, un joli projet. On est dedans. C'est également un Kickstarter, mais ils disent qu'ils ont démarré la production et donc ils livreront un temps pour Noël. Donc ils utilisent la plateforme pas seulement pour financer un nouveau produit, mais plus comme une plateforme de vente. Et l'idée, c'est une tirelire avec 2 composantes sympas. Une composante technologique d'abord, c'est pour ça qu'on en parle dans les technos, et puis une composante préservation de l'environnement, de la faune. Alors, donc c'est une tirelire en forme d'ours polaire. On sait que là, ils sont en danger avec le réchauffement planétaire. On apprend donc à épargner, enfin les enfants, mais on apprend également à se renseigner sur la situation de la faune sauvage. Parce que c'est un cochon, en fait, si j'ose dire. Non, il est assez joli. Oui, je veux dire... Ah oui, tu veux dire parce qu'on épargne. Alors, à côté de la petite tirelire, tu as une application de jeu de réalité augmentée. Donc tu sais, c'est un truc où tu mets une carte et puis tu prends ton iPad et puis tu filmes la carte et alors hop, la tirelire est entraînée dans un monde sur l'écran, virtuel avec un jeu qui te fait apprendre à justement le réchauffement arrive, donc l'ours a du mal à chasser, donc il faut trouver une contre-carte qui va permettre de le sauver. Voilà, j'ai trouvé l'idée assez sympa. Ouais, c'est rigolo. En plus de ça, on est en plein dedans avec la COP 21. Ah oui, ça marche pas mal. Alors la COP, je sais pas si t'as remarqué, il fait plus frais maintenant. Aujourd'hui. Quelqu'un qui a laissé une fenêtre ouverte ou je sais pas. Ça doit être ça. Voilà, une chouette petite découverte sympathique et une idée cadeau par la même occasion. Je voudrais juste signaler, faire une parenthèse, si vous avez des idées cadeaux technologiques dont on pourrait éventuellement parler dans un prochain numéro, de préférence avant Noël, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on s'en fera une fois de plus l'écho dans ce podcast. On passe à la lettre L comme Litro, et ça c'est un produit que Benoît suit depuis sa naissance, et même avant sa naissance, j'ai l'impression, la caméra Litro qui est un objet très particulier. Il va falloir remettre un petit peu les choses dans leur contexte, Benoît. Oui, et puis David est là, et je sais que chaque fois que David est là, il aime bien qu'on parle de la Litro. Oui. Alors j'essaie toujours de gratter une petite actu Litro quand David est là. Donc il y en a une justement pour le moment. Donc qui rappelle effectivement la Litro, c'est quoi ? C'est une caméra équipée d'un objectif un peu particulier, un objectif plénoptique. C'est-à-dire qu'au lieu il fait une photo, mais cette photo prend un ensemble de plans de netteté. Oui. Et donc ils prennent ce qu'ils appellent l'analyse de l'entièreté de la lumière de l'image, mais en gros ça veut dire que
ils ont ils ont une information qui est spatialisée. Là où un appareil photo traditionnel n'a pas cet aspect-là. Et ça sert surtout pour des applications qu'on a trouvé un petit peu gadget au début, comme par exemple le fait de pouvoir choisir la zone de mise au point et donc de dire par exemple je vais faire le point après la prise de vue. Parce qu'avant ça tous les appareils savent le faire. Après la prise de vue, donc tu peux dire voilà je veux que le point soit ici ou soit là et ils n'arrêtent pas d'étendre le concept parce que ce qu'ils ont fait maintenant c'est quelque chose qui te permet de justement en ayant cette connaissance des plans de l'image de dire je veux toute cette zone-là soit nette et que le reste soit très très flou. Par exemple, sur un portrait, je veux qu'il soit net d'un œil à un œil. Si les yeux sont un peu inclinés sur le côté, on aura quand même de la netteté. Ça, c'est des choses qu'ils avaient déjà. Et la dernière nouveauté, ils ont sorti une nouvelle version de leur logiciel avec la capacité de remplacer des images, de remplacer des fonds, donc d'isoler un morceau d'image sur base du plan de netteté. Donc détourer le premier plan, en gros, c'est ça l'idée, détourer dynamiquement le premier plan pour pouvoir mettre derrière ce qu'on veut, comme on le ferait en télévision dans un green key, quoi, en gros. Exactement, sauf que tu n'as pas à gérer la complexité d'un green key en termes de lumière. Et ça veut dire que tu le fais sur une photo que tu as prise comme ça, à condition que le sujet soit un petit peu détaché du plan derrière. Donc, ce qui est le cas de la plupart des photos. Tu fais un portrait, c'est le cas. Et très souvent, d'ailleurs, c'est assez compliqué de faire un détourage dans ce cas-là parce que tu as un fond qui est un peu compliqué. Et donc, tu sais pas très bien les cheveux, etc., où tu vas les couper. Et là, l'idée, c'est comme l'appareil sait où les objets étaient les uns par rapport aux autres, il va pouvoir détourer pour toi. Donc, soit pour remplacer le fond, soit pour faire des ajustements, jouer sur la couleur, par exemple, et dire, tiens, je vais changer la couleur, la saturation d'une partie de l'image, pas du reste. Toutes des choses qu'on sait faire avec Photoshop, mais qui demandent énormément de temps sur une photo traditionnelle. Mais faire ça, il faut une puissance de calcul on a bien compris que là, c'est la prise de vue, ou le type de prise de vue aussi qui induisait cette fonction, mais malgré tout, il faut quand même de la puissance de calcul à un certain degré pour arriver à ce que ce soit propre, quoi. Oui, mais bon, utilisable. Voilà, mais maintenant on a des ordinateurs assez puissants, c'est pas. Je veux dire, faut pas une machine, faut pas un foot de guerre non plus. Oui, il faut pas une petite machine qui. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, ça ne se fait pas comme ça en deux coups de cuillère à peau. C'est une révolution en termes d'image. Mais c'est génial. Parce qu'on passe vraiment dans ce qu'on évoque depuis une bonne dizaine d'années, si pas plus, mais qu'on a du mal à toucher vraiment. C'est la photo algorithmique, c'est-à-dire le moment de la prise de vue, c'est capturer de l'information pour nourrir des algorithmes qui derrière vont nous permettre de manipuler l'image dans tous les sens, parce que l'algorithme a énormément d'infos sur la scène qu'on a photographiée. Chose qu'on fait par ailleurs dans le domaine artistique, dans d'autres domaines, la prise de son par exemple, on maîtrise ça depuis très très longtemps, de pouvoir prendre chaque instrument séparément, puis après remixer et refaire, c'est un petit peu la même chose, c'est une analogie, je pense que je me trompe pas trop, où on va pouvoir comme ça remixer cette musique et mettre plus en avant certains instruments et plus en arrière d'autres, et ça on le maîtrise, mais ici on est vraiment dans de l'image, et là c'est autre chose, c'est un peu plus complexe tout de même. Manquerait plus que cette image bouge en plus, et qu'on en fasse de la vidéo et qu'on puisse traiter de la vidéo, mais là je rêve peut-être un petit peu. Mais regarde une autre annonce, ils ont fait une annonce professionnelle avec une grosse boule qui permet, en étant à un point fixe, de se déplacer dans l'image alors que la boule ne bouge pas. Donc je pense qu'il y a des... Mais elle est chère, c'est une boule professionnelle. Je pense on est au début d'une révolution. Est-ce que ça fait rêver David ? Oui. Oui, l'appareil Lytro depuis toujours, et je trouve que c'est une belle utilisation des capacités de cet appareil. Ça fait quand même quelques années je vais pas dire qu'on se plaint qu'il y a plus rien qui bouge au niveau de la photo, mais que c'est une course au pixel, à l'ergonomie, qu'il y a peu de choses qui se passent. Et ici, simplement, ils prouvent qu'avec une bête application, mais liée à leur hardware, ils peuvent réellement rendre la photo intéressante. Ils expliquent ça très clairement sur leur site internet. C'est vraiment très très simple à suivre. Et oui, ça redonne envie de travailler, de jouer avec de la photo. Même si, on le sait, c'est toujours comme ça avec les innovations téléphoniques, technologiques, j'ai parti lui, les innovations technologiques, ça va certainement froisser les vieux baroudeurs de la photographie, enfin certains d'entre eux en tout cas, qui voient plus, qui ont pris l'habitude de faire des bonnes photos tout de suite, et ils vous diront qu'ils ont fait une bonne photo tout de suite et que tout ça c'est du gadget. Mais ça c'est un autre débat, évidemment. Benoît, on reste chez toi, parce qu'on reste pas vraiment chez Lytro, mais c'est quoi ? C'est Panasonic qui lance un firmware concurrent, c'est ça ?
Quelque part, c'est-à-dire que la fonction de Lytro, la fonction principale, le fait de pouvoir faire une photo et régler la mise au point après la prise de vue étant un petit peu populaire, il y a différents fabricants qui essaient des solutions alternatives. Il y avait eu chez la boîte qui fait les One, là, les téléphones. J'oublie toujours le nom de la boîte. C'est les téléphones One. OnePlus, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils avaient sorti à un moment aussi un système avec deux petits appareils photo pour faire un petit peu un effet de remise au point par la suite. Et donc, bref, Panasonic a mis à jour son firmware sur tous ces appareils photo qui filment en 4K. Et l'idée, c'est que il va, au moment où tu filmes, il va prendre 30 images. C'est ça, oui. Donc en fait 1 seconde de film, en faisant le point un peu partout dans l'image, et puis derrière, a posteriori, tu peux aller dessus et dire c'est là, c'est cette mise au point là que je veux, voire combiner 2 images pour pouvoir étendre la zone de mise au point. C'est une technique qui en vaut d'autres, hein. Enfin je veux dire, ça tient debout aussi. Alors ça tient debout, ça a l'inconvénient par rapport à la solution Lytro que tu ne peux pas, le sujet doit être immobile, et tu ne peux pas non plus trop bouger la caméra, parce que sinon évidemment il se sera déplacé dans l'image et ça va pas le faire. Non. Faire quelqu'un qui court, etc., c'est un sportif, c'est complètement... C'est plus pour du portrait à ce moment-là ou du paysage, plus du paysage d'ailleurs que du portrait, pour le coup, mais bon, voilà, c'est une option que propose Panasonic sur l'ensemble de sa gamme ou juste sur certains modèles Non, juste sur certains modèles, ceux qui sont capables de filmer en 4K. D'accord. En fait, ça s'appuie sur le film 4K. Ils font 1 seconde de film 4K. D'accord. Donc GX7, GX8 aujourd'hui, G7, GH4. GX7, GX8 certainement, le GH4 certainement. Il y en a encore un autre. Il me semble. G7, non, G7. Possible, je sais pas. Enfin bref, voilà, la gamme, vous vous renseignerez. C'est pas plus compliqué que ça quand on sait pas. On va pas s'aventurer. Ça existe en tout cas, ça, on en est sûr. N, c'est la lettre suivante. N comme Nokia, et c'est de nouveau Benoît qui va nous parler de Nokia. Nokia qui lance l'Ozo, pas l'Ouzo comme on en avait parlé juste avant l'enregistrement. Là c'est vraiment pour l'anecdote qu'on en parle, Benoît. Oui, parce que c'est un gadget à 60 000 €. Ouais. Donc c'est pas pour tout de suite. Non. Mais l'idée c'est d'avoir une prise de vue en réalité virtuelle. Et donc c'est un ensemble de caméras sur une boule. Et ça permet de capter une scène et de pouvoir après bouger, regarder tout en bougeant. Ils sont pas seuls. Une impression immersive de la scène. Ils sont pas seuls à bosser sur ce type de projet. Il y a aussi Google avec des GoPro. Il y a je ne sais plus quel autre, il y en a plein. Avec sa grosse boule que j'évoquais tantôt. Voilà. Il y a même des Kickstarter pour des produits bon marché qui sont en train de sortir. Enfin, ça, tout à fait. Donc ça foisonne de projets de ce type-là, parce qu'on sait tous le côté immersif, 360 degrés. Juste avant d'enregistrer, David s'amusait avec son smartphone à regarder des vidéos 360 qui bougent en même temps qu'on bouge. Donc vraiment là c'est immersif. Pour le coup, on va proposer prochainement, ce sera début de l'année prochaine à ce moment-là, un hors-série, Benoît si tu veux bien, où on va un petit peu regrouper toutes ces informations et voir quel est un peu le pour, le contre de ces différentes technologies. Enfin, la technologie, elle semble plutôt connue, mais qui propose quoi et à quel prix aussi, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment accessibles. C'est Ricoh, je pense, qui propose un modèle tout à fait accessible à 200 € ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça le Theta, quelque chose. C'est une caméra 360 degrés. Donc tu fais une photo et tu prends l'ensemble de tout ce qui est autour de toi. Ouais. Il y avait, j'y pense maintenant, il y a quelques années, il y avait Sony qui avait une mini caméra qui filmait vers le haut avec un miroir hémisphérique, et on pouvait enregistrer une vidéo, mais il fallait un soft derrière pour dérouler entre guillemets l'image pour en faire une image 360. Bref, ce sont des techniques qui sont connues, maîtrisées. C'est pas nouveau non plus, on pouvait même le faire avec. Pendant très longtemps, on vendait des accessoires que tu mettais sur ton trépied qui permettaient de faire tourner un boîtier photo traditionnel d'une façon raisonnable. L'intérêt d'un produit comme ça, c'est le tout en un, c'est-à-dire que tu n'as pas à faire plusieurs photos, et donc ça t'ouvre la porte de la vidéo, ça te fait gagner du temps. Parce que dans les usages de ce genre de choses, tu as par exemple les visites d'appartements. C'est ce que j'allais dire, c'est un appartement, une maison, et tu vas pas envoyer à chaque fois un technicien. On est bien d'accord. Je me souviens, j'avais rencontré quelques photographes qui faisaient comme ça des images à 360 degrés pour l'hôtellerie de luxe.
Et donc ça, ils prenaient du temps, ça leur prenait une journée pour faire une image. Mais si tu veux faire des appartements à louer à des prix raisonnables, tu peux pas envoyer un photographe. Non, mais j'en connais un, moi, dans mes contacts, je me rends compte, je connais un photographe qui fait ça de temps en temps et qui offre ses photos également à Google, pour Google Street View, qui de temps en temps rentre dans les bâtiments pour aller voir ce qui s'y passe. Et ce sont des photographes indépendants qui font ça et qui proposent ce contenu à Google pour qu'il soit accessible. Alors, des fois, c'est des administrations, ça peut être des musées aussi, des choses comme ça, où on peut pénétrer. Je pense qu'il est possible de visiter comme ça la maison de la radio à Paris, où vous avez accès à certains couloirs. Enfin bref, voilà. Des magasins aussi. Des magasins, enfin voilà. Tu peux te balader dans des magasins, voir s'ils ont un rayon, ce que tu veux. Tout est possible. Et ça, c'est encore de la photo, mais il y a de la vidéo qui s'en vient aussi dans le même genre. Et là, c'est encore autre chose. Bref, ça avance bien. Je le disais, un hors-série prochainement. On invitera David parce que je sais que lui, ça l'excite bien aussi. Ça m'amuse. Oui. Et donc, on en parlera à cette occasion-là. Et si vous avez également des expériences, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On passe à la lettre O comme OnePlus. Mais que pour du marketing, David. Qu'est-ce que Oui, ils ont cartonné. Enfin, pardon, excusez-moi. Le OnePlus, cette petite société chinoise que j'aime beaucoup. J'en parle régulièrement. Et donc, ils viennent de refaire parler d'eux avec un accessoire qui coûte prix client 20 € et qui est juste extraordinaire. Donc, il faut savoir que OnePlus, si vous n'avez absolument rien suivi ou que vous avez raté des épisodes où j'étais présent, vient de sortir le OnePlus X. Le OnePlus X qui est leur smartphone entre guillemets entrée de gamme, puisqu'ils ont le OnePlus 2 qui est le haut de gamme. Et donc ils viennent de créer un appareil, enfin un accessoire pour les iPhones pour faire ressembler l'iPhone 6 un OnePlus X. Et en plus, donc ça a une coque qui coûte 20 $, donc c'est pas 20 €, c'est pas horriblement cher. Mais en plus dedans, il y a une invitation pour acheter un OnePlus X. Moi, je trouve puisqu'on est reparti maintenant sur le système d'invitation. On en avait parlé pour le Black Friday, ils avaient ouvert complètement les vannes. Ils ont rouvert pour le OnePlus 2. Aujourd'hui même, ils ont rouvert les vannes pour le OnePlus 2. Et ben voilà. Mais donc voilà, vu qu'il y a un système d'invitation, ici ils jouent un petit peu. Donc si vous avez des amis qui ont des iPhones et que vous voulez un peu les charrier, moi je trouve que c'est une super blague, quoi. C'est une blague à 20 €. C'est un joli pied de nez. Voilà, c'est une blague à 20 €. Et si en plus vous voulez acheter un OnePlus X, vous pouvez faire la blague, garder pour vous l'invitation et vous pourrez l'acheter. Donc voilà. C'est une bonne idée. C'est un joli pied de nez. C'est rigolo. Il faut oser en même temps. Je préfère ce genre d'action là que le dénigrement systématique de la part de Samsung ou des choses comme ça, quoi. C'est ça. Et bon, bien sûr, le lancement est accompagné d'une petite vidéo qui reprend les standards de la publicité Apple, This is a Revolution et tout. Voilà. Mais c'est bien fait, ça donne envie. Voilà, c'est rigolo, c'est des jeunes, ils sont hyper dynamiques. Donc moi, ça m'a fait rire. Ça dure 4 secondes et demie. Mais voilà, je trouvais que ça valait la peine. Effectivement. Puis comme on le disait en période de... Maintenant, on peut le dire officiellement, c'est ouvert. La chasse aux cadeaux est ouverte. Pourquoi pas, finalement. O comme OnePlus, on vient de faire. S, je refais. S comme surveillance, Benoît. Un auditeur qui souhaite rester anonyme, même si son autre code, c'est Cubignol ou Coubignol. Voilà. Si vous cherchez dans les commentaires, vous tomberez dessus. Il intervient de temps en temps sur Facebook, entre autres, et qui m'a envoyé cette information qui concerne quoi ? C'est de l'espionnage, c'est du flicage, de quoi s'agit-il, Benoît ? Ouais, c'est du flicage. Ce sont des boîtes. Ça s'appelle Interapp. Ce sont des boîtes fabriquées par une société de sécurité. Et l'idée, c'est que tu branches cette boîte quelque part sur un réseau. Elle va écouter tout ce qui se passe et elle va relever un maximum d'informations sur les téléphones qui se connectent sur le réseau. D'accord. Alors, ils disent que tu mets une boîte pour des petits espaces, plusieurs boîtes si tu as un grand réseau, entre guillemets, surveiller ou sécuriser. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas de sécuriser au sens d'empêcher les virus de rentrer, c'est sécuriser au sens de savoir qui est là, qui communique, etc. Ouais. Et ils le disent dans leur publicité qu'ils exploitent... Donc, ils ne le disent pas comme ça, mais vraisemblablement, ils exploitent un certain nombre de failles dans les logiciels parce qu'ils prétendent être capables de retrouver les noms des gens. Ouais. Pas juste simplement l'adresse du téléphone, mais le nom de la personne, les consultations Facebook qu'il a fait, les photos, etc. Et donc, vraisemblablement, la boîte est un petit concentré de toute une série de technologies, de failles dans ces applications et qui va un petit peu pomper comme ça de l'information.
Donc ça se destine exclusivement au marché des États, donc c'est vendu a priori pour les polices, pour le flicage. Les entreprises privées ne peuvent pas s'en procurer pour fliquer leurs employés, par exemple. De ce que j'ai compris, pas, ou en tout cas pas sous cette boîte-là, pas sous cette version-là. D'accord. Mais c'est pas spécialement plus rassurant, tu sais, que ce soit les entreprises privées ou pas. Et je pense que moi, ça m'a fait un petit peu réagir, parce que c'est vrai que tu nous as fait suivre ça en disant, tiens, mais qu'est-ce que quelqu'un est intéressé à présenter un petit peu la news. Je n'impose jamais rien, vous savez bien. Oui, il est très gentil avec nous. Et moi, ça me fait un petit peu réfléchir, parce que je pense vraiment on est un peu dans le contexte de ce Snowden avait dénoncé, c'est-à-dire le fait d'avoir des agences qui fonctionnent sans couverture juridique, donc sans avoir de contraintes, et donc sans débat de société en se disant mais jusqu'où est-ce qu'on veut aller. C'est très pertinent dans la situation actuelle avec ce qu'on a connu récemment à Paris. L'état d'urgence en France pour l'instant. Et chez nous, l'alerte niveau 4. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut protéger les citoyens, ça comme tout le monde, j'ai envie d'être protégé, mais c'est vrai que si on laisse faire le métier de la surveillance, c'est de surveiller tout, et donc si on ne met pas des garde-fous et des choses comme ça, on peut se demander où ils vont s'arrêter. Ça, c'est un premier aspect. Le Patriot Act, c'est déjà ça. Nous, on n'a pas de débat sur ces questions-là. Non. Le Patriot Act, c'est déjà un coup de canif dans le contrat, entre guillemets, c'est déjà l'autorisation d'être espionné sans nécessairement qu'un juge ait statué sur le fait qu'on puisse t'espionner ou t'écouter, etc. D'ailleurs, la NSA a annoncé cette semaine qu'ils avaient levé les écoutes. Ils arrêtaient d'écouter tout le monde. Donc voilà, c'est assez particulier. Mais sincèrement, j'aurais moins peur aux États-Unis que chez nous, parce qu'au moins là-bas il y a un débat. Au moins t'as la Free Software Foundation, il y a une association comme ça qui défend justement le nom m'échappe là à l'instant. Ça reviendra. Je l'avais il y a 2 secondes. Oui, mais ça va revenir. Et donc, il y a au moins un peu un débat de société. Là où chez nous, et il est alimenté aussi par des gens qui ont de la compétence, parce que tu as la Silicon Valley, tu as des entreprises. Apple récemment a déposé une notion en justice en disant que ce serait extrêmement préjudiciable pour eux s'ils avaient à ouvrir de l'information de leurs clients. Donc, il y a une réflexion, une prise de conscience. C'est quelque chose que j'entends pas dans la société belge. Dans la société française, parce que je tiens quand même à signaler qu'on est très écouté chez nos amis français, donc on ne vous oublie pas, effectivement. Il y a cette histoire de boîte noire qui serait installée chez les providers et les hébergeurs de sites web, qui a fait quand même grand bruit il n'y a pas tellement longtemps, finalement. C'était au mois de janvier, lors des attentats de janvier, justement. Et donc, c'est revenu sur le tapis à ce moment-là, mais ça fait long feu, en gros. Voilà. Et on sent que les associations, je pense par exemple à la Quadrature du Net en France, sont un peu exsangues, parce que il y a finalement peu de gens qui les aident financièrement. Il y a des difficultés. Je pense qu'il y a une volonté de le faire, de bouger, de se faire représenter, mais il n'y a pas encore tous les moyens qui sont mis en place pour y parvenir de manière équilibrée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît. Ouais. Et alors, tout à fait. Et là, il y a un vrai problème de société. Et il y a un deuxième aspect aussi, c'est de se dire que, donc, il y a cet aspect par rapport à la surveillance par l'État, mais il y a un deuxième aspect qui est la surveillance un peu plus quotidienne. Tu l'évoquais, une entreprise peut pas acheter ça aujourd'hui, mais il y a d'autres solutions. Oui, il y a des solutions. C'est assez effrayant. Ça m'a fait repenser à ce qui s'était passé il y a 2 ans. Quand ils avaient installé des poubelles connectées à Londres. Et donc l'idée, c'était le principe, c'était tu passes devant la poubelle, elle te donne des infos utiles sur un écran, ça paraît sympa, mais en fait la poubelle, elle écoutait les téléphones qui passaient. Alors elle n'écoutait pas les conversations, mais elle repérait les adresses MAC des téléphones qui passaient, et ça lui permettait de tracer, et donc de savoir, tiens, monsieur machin est allé là, il est allé là, et ils traçaient pas juste parce qu'ils étaient curieux, ils traçaient parce qu'ils se disaient derrière, tiens, mais on pourrait, ou en tout cas on s'est posé la question, tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de fichier-là ? Monsieur machin se déplace beaucoup, donc on pourrait peut-être lui proposer un service de voiturage, un machin, un truc, un bazar. Monsieur telle autre personne, c'est une valeur marchande, beaucoup de restaurants, donc on pourrait... Voilà, donc exactement. Et moi, je me rappelle qu'on avait fait l'analogie entre ces boîtes, ces poubelles, et les cookies sur Internet. C'est-à-dire, on serait tracé dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne physique, comme on l'est sur Internet. Et là, ça prend des dimensions qui sont difficilement acceptables, quoi. C'est tout à fait ça. Il y avait je suis allé au Design Museum il n'y a pas très longtemps à Londres, et il y avait une présentation de la BBC
qui était assez effrayante. C'était un bête petit Raspberry Pi avec 2-3 petits connecteurs tout à fait standards. Le machin au total devait peut-être coûter même pas 100 €. Et ça permettait, quand tu arrivais avec ton téléphone, il repérait plein d'informations dessus. Et puis il t'imprimait un petit listing. Alors le côté impression avec une imprimante matricielle, il faisait beaucoup de bruit. Genre ça, c'était le côté dénonciation pour dire il se passe quelque chose, prenez-en conscience et le matérialiser pour qu'on en prenne conscience. Mais il y avait beaucoup de gens qui passaient devant sans être sensibilisés, sans être vraiment conscients, et on a aujourd'hui, comme tu dis, nos téléphones sont des petits cookies, et on se balade avec dans la vie réelle. Et par exemple, et c'est un truc qu'on pourrait quand même rappeler aussi à tout le monde, c'est qu'on vous propose souvent du Wi-Fi gratuit, enfin de plus en plus souvent du Wi-Fi gratuit dans les grandes surfaces et des choses du genre. C'est un réseau privé. Vous connectez votre appareil à quelqu'un qui peut très bien utiliser vos données si vous transférez des informations non cryptées, des choses du genre. C'est des informations qui sont au vu et au su de celui qui met le réseau à votre disposition. Donc, gaffe quand même, quoi. Ça paraît comme ça être un cadeau. Comme on a l'habitude de le dire, ce qui est gratuit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ben là, en l'occurrence, c'est un petit peu le cas également. Je vois que David fait la moue. je fais pas la moue, mais je pense que, moi, je suis né avec ça et donc ça me choque un peu moins. J'entendais Benoît qui disait, on doit être hyper attentif. Oui ou pas. Il y a un moment où... tu crois que c'est de la parano, toi ? Non, c'est pas de la parano. Je pense que c'est vraiment une question, et c'est pas pour vous mettre dans une génération et moi dans une autre, mais ça va être un des conflits de génération. C'est qu'il y a des gens qui sont nés sans la technologie et donc qui ont eu une impression de liberté. Parce que la technologie n'était pas présente, et je pense que si on avait la discussion avec un jeune de 15-16 ans, il peut parfaitement en être conscient. Donc savoir qu'on va enregistrer et puis se dire, mais si quelqu'un estime que c'est important, que ça a de la valeur pour lui de savoir que j'ai été me déplacer de tel endroit à tel endroit, que j'ai pris le bus à telle heure et tout. Moi aujourd'hui, savoir que Google me flique et que je suis capable de retracer tous mes déplacements, et donc si je suis capable de le faire, a priori Google aussi, je m'en fous. Honnêtement, je m'en tape. Voilà, j'ai pas annulé le truc en me disant non, je ne veux pas que vous me traciez et tout. Et ça m'a servi parce que je me suis fait flasher un jour et je voulais être sûr que c'était moi parce que j'avais un doute. Et je vous confirme que c'était moi. Mais voilà, je n'avais pas dans mon agenda le fait que j'étais à cet endroit-là ce jour-là. Et donc, quand le truc est arrivé, je me suis connecté dessus. Et donc, je l'ai utilisé comme un service qu'on me proposait en me disant, tiens, je vais aller voir s'il m'a vraiment enregistré lui aussi à cet endroit-là, à ce moment-là. Et bingo, on était dessus. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'en suis conscient. Il y a des choses sur lesquelles je ne laisserai peut-être pas tout faire. Mais c'est un peu comme le débat de Facebook, quoi. Ouais, Facebook nous observe. Oui, mais vous avez le droit aussi de vivre dans une grotte si vous voulez, sans Internet. Il n'y a pas de problème. C'est ce que font certaines personnes. C'est ça. Ce qui me dérange, David, je n'ai pas dit, je ne pense pas l'avoir dit en tout cas, que attention. Ce que je dis, c'est ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de débat. Oui. Ces choses se mettent en place. À l'insu de sans qu'on en parle, et à l'insu de la plupart des gens. Et encore une fois, c'est en ça que je contraste un petit peu avec d'autres pays où il y a plus de débats. Chez nous, ça se fait dans une ignorance, dans un calme, dans un silence, et c'est l'absence de débat qui me dérange. Parce que si tous ensemble on décide, je sais que par exemple sur Facebook, j'ai des amis qui me disent oula, mes enfants mettent des photos, c'est une bonne idée. Et puis je dis toujours de toute façon, tu sais, maintenant tous les gens qui vont être recrutés, ils auront des dizaines de photos d'eux bourrés dans des situations compromettantes. Donc ça va plus être un critère de sélection. Mais c'est ça va être flatter tout le monde. Au moins, les gens se posent des questions. Ce qui me dérange ici, c'est qu'on se pose pas de questions. Ça se fait dans une voilà, et ça me dérange, le fait qu'il n'y ait pas de débat de société, qu'il n'y ait pas de choix. Déjà, tout à fait basiquement, tu parlais par exemple du système de traçage de Google dans Google Maps. Si vous avez un appareil Android, vous pouvez retrouver votre parcours sans difficulté. Quand on le sait, c'est vrai que c'est pratique et voilà, on sait que ça existe. Et si on veut pas que ça fonctionne, on le désactive et on est tranquille. Comme le dit Benoît, ce qui est embêtant, c'est ce qui s'est passé avant, justement, avec les iPhones, si je me rappelle bien, où quelqu'un a dit l'iPhone, il garde en mémoire les endroits où vous êtes passé, pour des raisons techniques, de savoir, pour perdre son temps à chercher un Wi-Fi qui n'existe pas et se connecter au bon Wi-Fi, machin, etc. Vous vous rappelez tous de ce débat-là, et c'est juste parce que les gens n'étaient pas au courant qu'ils étaient choqués. Dès le moment où les gens sont au courant, alors après, ils acceptent ou ils refusent, ça c'est
c'est ça le débat. Mais ne pas savoir et nous le cacher, c'est déjà faire un biais, je pense. Est-ce que c'est vraiment caché? Moi, en fait, voilà, c'est là que je pense que je vous rejoins pas. C'est qu'aujourd'hui, on sait que tout ce qu'on fait dans notre vie numérique est fâché. Voilà, si j'ai vraiment envie d'avoir la paix à un moment, ben, je coupe mon téléphone. Et oui, mais enfin, voilà. Il faut savoir quand le couper aussi. L'histoire des poubelles londoniennes dont on mais parlait. Je l'ai peut-être pas capté. Mais si je veux être sûr, je coupe complètement. Parce mais c'était marqué nulle part, c'était indiqué nulle part. D'ailleurs, ils ont dû retirer ces poubelles parce que voilà, c'était honteux. Mais ils n'avaient pas encore défini. À l'époque, ils n'avaient pas encore défini ce qu'ils allaient faire de l'information. Donc, je pense que si. Oui. Ils capturaient une information parce que les téléphones leur donnaient l'information. Et donc, plutôt que de ne pas l'enregistrer, ils avaient pris la décision de l'enregistrer. C'est tout ce qui avait été fait. Il faut pas oublier que le téléphone, au départ, le problème pour moi, il est plutôt dans le téléphone que dans la poubelle, quoi. C'est le téléphone qui envoie en permanence de l'information. Ouais. C'est peut-être là-dessus qu'il faut s'inquiéter quand on achète des téléphones. Pour moi, il faut pas le voir à l'envers. Mais voilà. Ok, c'est un point de vue. On a 2 points de vue, on a 3 points de vue même, soyons clairs. Et vous avez votre point de vue aussi. Comme on a l'habitude de le dire, je le répéterai pas 100 fois, n'hésitez pas à nous le faire savoir si vous avez envie de nous le faire savoir. Votre point de vue. Je sais pas si j'ai été très clair sur ce coup-là. On termine notre abécédaire avec la lettre V, parce que là aussi c'est un mini scandale. V comme VTech. VTech, vous le savez tous, je pense, c'est tout ce qui jouait électronique. En gros, je pense que c'est hongkongais d'origine, et donc c'était les premiers à faire des tablettes, des téléphones, et des machins comme ça pour les enfants, pour les petits. Ils se sont fait pirater, ils se sont fait hacker. David. C'est ça, ouais. Donc il faut savoir que c'est une société qui est relativement jeune. C'est une société qui existe depuis début des années 90, fin des années 80, début des années 90, qui a toujours été dans le jeu éducatif électronique. Et donc, effectivement, c'est une grosse société quand même. Oui. Et qui, au départ, donc, est située à Hong Kong, en Chine et au Canada. Maintenant, le gros vient de Hong Kong. Donc voilà, ça c'est pour présenter un peu la société. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que VTech a, comme n'importe quelle société électronique, des systèmes de sécurité sur lesquels ils engagent quand même pas mal d'argent, puisque ça fait partie du budget recherche et développement et sécurité. Ça pèse grosso modo 40 millions. Après, on n'a pas la répartition, mais c'est ce que VTech a communiqué après s'être fait voler ces données pour un petit peu justifier le fait qu'ils n'avaient pas non plus rien fait et juste laisser traîner une clé USB à l'entrée de leur siège social. Il se fait qu'au final, il y a quand même 5 millions de comptes qui ont été hackés. Ouais. Et que dans les 5 millions de comptes, c'est souvent des parents qui créent des comptes et puis des enfants qui sont derrière. Ouais. Et le problème, c'est qu'a priori, tout était enregistré chez VTech. D'accord. Donc l'utilisation, les applications qui étaient utilisées, mais aussi tout un système de communication qui existait entre les appareils VTech. Donc VTech a une espèce d'écosystème qui relie un peu leurs différents... C'est ça, chat, quoi. Voilà, et qui sert aussi en même temps de cloud, si j'ai bien compris, parce que les photos qui rentrent... C'est ça, et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a moyen d'avoir des photos de profil, donc ils avaient créé une espèce de mini réseau social pour les enfants lié à l'univers VTech, et c'est un vol massif de données, puisque c'est pas uniquement des adresses IP, des heures de connexion et des choses comme ça, c'est vraiment la totalité des informations, le nom, des adresses email, des photos, et des discussions qu'ils ont pu avoir, mais aussi des adresses postales qui auraient pu être enregistrées. Vous voyez, quand on vous demande d'enregistrer sur Internet toutes vos informations pour les services après-vente et des choses comme ça, mais tout aurait été volé en une fois. Alors l'inquiétude, c'est pas le vol en tant que tel, c'est parce que de nouveau, en soi, tant que les gens n'en font rien, c'est pas trop problématique. Ici, ce qui choque un peu plus la communauté, c'est que ça touche des enfants, qu'il y a des photos d'enfants, et que ça pourrait très vite se retrouver sur ce qu'on appelle le darknet, donc le côté un peu obscur d'Internet, qui est pas ouvert au grand public, mais qui permet d'obtenir des photos d'enfants avec des adresses postales. Enfin, ça crée un malaise, quoi. Clairement. Ça crée un malaise parce qu'il y a de la géolocalisation très précise d'enfants. On parle de rap d'enfants, on parle malheureusement de pédophilie sur Internet quand même. Beaucoup aussi, ça fait partie de ce darknet entre guillemets. Mais ce qui est choquant, alors au-delà du fait que c'est pas la première société qui se fait hacker et piquer des comptes, etc., c'est une fois de plus, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est exactement la même chose, c'est que tout le monde n'était pas au courant que les photos étaient stockées chez VTech. Certains se posent la question, qu'est-ce que VTech fait avec ces informations, etc. Et donc du coup, ça fait encore plus de mousse autour de cette problématique. Voilà, on est exactement dans
dans le même genre de cas de figure, c'est que si c'est pas transparent, à un moment donné, ça coince un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses, Benoît. Oui, et puis on va retomber sur la même discussion. Oui, c'est la même chose. chose. On peut se poser la question de se dire, quand on regarde certains domaines, certains secteurs d'activité sont réglementés. Le jeu pour enfants, tu fais pas ce que tu veux. Tu peux vendre des produits pour des adultes, pour des adolescents que tu vas pas pouvoir vendre pour des jeunes enfants, parce qu'on a estimé qu'il fallait les protéger autrement. Oui. Et donc ça entraîne des... Et là, on est de nouveau sur un secteur ou sur une question où il n'y a pas beaucoup de réflexion dès qu'on est en électronique, et donc peut-être que effectivement, peut-être ou peut-être pas. Il y a peut-être un vide juridique aussi qui fait que... Je n'ai pas une confiance absolue dans la jurisprudence ou dans la loi. Je pense plus que c'est un débat de société à avoir. Et derrière, peut-être qu'effectivement, ce genre de structure doit être, parce que ce sont des données pour enfants, doit être soumis à des conditions un petit peu différentes. Si on pense sur Facebook, pour se protéger, interdit les comptes, je pense, c'est de moins de 13 ans. 13 ans, t'as des enfants, t'as des gamins de 8-9 ans qui se créent un compte Facebook en prétendant qu'ils ont 13 ans. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de dire, les comptes pour jusqu'à tel âge peuvent être créés, mais il y a des contrôles, des contraintes qui peut-être sont un petit peu différentes, parce qu'on se rend bien compte que c'est pas le même moment de vie, c'est pas la même, ça a des conséquences qui sont pas les mêmes, et ils peuvent pas choisir à cet âge-là, ou pas, mais on débat pas. On débat pas toutes ces questions. Et donc ça mériterait effectivement qu'on mette tout ça sur la table un jour ou l'autre, ou en tout cas que des organismes soient mandatés pour pouvoir le faire quelque part en notre nom, mais qui est un juste équilibre. Et c'est vrai qu'on peut pas nécessairement compter sur la jurisprudence ou sur les institutions établies, puisque on sait aussi comment ça bouge vite et bien dans ces cas-là. Je sais pas si on avait un truc à rajouter, David, sur le chapitre VTech, mais c'est un énième hack, piratage de données, et ici ça fait un peu plus de bruit que d'habitude. Ça fait plus de bruit que d'habitude, simplement parce que ce sont des données d'enfants, et donc c'est vrai que on s'inquiète un peu plus vite, je pense. Et c'est normal. J'attends avec impatience le premier hackage dans le domaine médical. Ça va aussi faire parler. Si ça se trouve, ça s'est déjà passé, mais on n'en a pas parlé. Celui dont on va parler. c'est le prochain qui va poser problème, effectivement. Enfin ceci dit, les photos qu'on trouve de toi dans le domaine médical sont souvent très intérieures. Et donc, on ne te reconnaîtra pas. Les prix d'assurance, ça a des impacts ça a des impacts sur plein de choses. Bien sûr, mais on ne te reconnaîtra pas. L'employabilité, etc. Effectivement. Bon, sur ces bonnes paroles, c'est super joyeux, super, youpi. Non, mais il y a plein de bonnes choses aussi, il faut le reconnaître. Donc, et ça, on ne manquera pas encore d'en parler dans nos prochains épisodes. C'était le 57e de la série des Techno. Merci David, à très bientôt, et merci également à Benoît. À très bientôt, et à très bientôt à vous aussi, dans un hors-série ou dans un prochain épisode. Au revoir.